Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là encore cette fois à l'initiative de l'Institut Africa, que je veux remercier ici de nous créer des agoras de ce niveau de qualité pour déviser sur les questions africaines dans un esprit très apaisé, un peu comme jadis dans les écoles philosophiques où on débattait sans véritable rivalité, sans points finaux, mais avec beaucoup de points de suspension. Donc l'idée de souverainisme, de panafricanisme a été bien présentée par le copanéliste qui vient de parler, le président de l'Institut géopolitique. Je voudrais dire une chose, c'est que la souveraineté, certes, appelle des droits, mais j'observe aussi qu'elle appelle des devoirs. Pour être de manière très concrète, vous voyez, l'AES aujourd'hui représente 2 500 000 km² de territoire. C'est à peu près la moitié de tout l'ensemble de la CEDEAO qui était composé précédemment de 15 pays. Donc c'est un gros morceau que ces 3 pays, en termes de territoire, ont emporté avec eux en faisant ce qu'on pourrait appeler sécession. L'expression n'est peut-être pas appropriée, mais en tout cas en se retirant du bloc CEDEAO. Ça leur donne, ils ont le droit de le faire. Donc on parle de question de souveraineté. Maintenant, quand on a évoqué la question de droit, évidemment il y a celle des devoirs. L'un des problèmes qu'on peut rencontrer partout en Afrique aujourd'hui, c'est celui de la sécurisation ou plutôt de la protection des intégrités de territoire. On n'a pas un système de défense. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays africain aujourd'hui. Il n'y a pas de système de défense nationale permettant aux pays, aux États de pouvoir protéger l'intégrité des territoires. Quand je vous dis ça, nous avons une actualité qui nous parle. L'actualité de la RDC, qui aujourd'hui est en prise avec ce type de problème, mais rassurez-vous, ils n'ont pas l'exclusivité de ce type de problème. Donc pour dire quoi ? Pour dire que c'est bien qu'il y ait cette aspiration qu'on peut observer aujourd'hui pour les pays africains, donc les pays dont nous sommes ressortissants, d'aller vers des souverainetés, mais je crois qu'il faut habiller ces souverainetés de tous les compartiments qui sont nécessaires à la vie d'une nation. On a vu qu'à l'entrée des forces rebelles à Goma, plusieurs militaires de l'armée régulière de la RDC ont aussitôt déposé les armes et ont rejoint l'ennemi. En mode, nous ne sommes pas bien traités habituellement, pourquoi allons-nous mourir? On va se mettre avec les plus forts du moment. C'est dire quoi? C'est dire qu'il y a eu une grande défaillance, et je ne veux pas être accusateur, mais c'est un constat. Il y a une grande défaillance à construire en termes de prospective la défense de ces États-là. Donc on peut ramener ça à l'AES, qui pour moi aujourd'hui est face à de nombreux défis. Et ce ne sont pas des défis simples, parce qu'au moment où ces États se constituaient en fédération, il y avait une grande demande sociale qui date quasiment de l'époque des indépendances. On voit que la quasi-totalité de ces pays n'ont pas de sécurité sociale. Donc vous avez des populations qui sont délaissées parfois elles-mêmes, beaucoup de territoires de relégation sociale, des problèmes de partage de richesses qui font qu'il y a une petite élite, celle qui a été consacrée par les colons à leur départ, qui profite de l'ensemble de ces richesses, et puis la grande masse est paupérisée. On a des chiffres d'ailleurs qui sont honteux. Vous avez des pays comme le Cameroun où on vous dit que 3% seulement de la population a accès à un salaire tous les mois. Donc comment vivent tous les autres? Donc pour dire quoi? Pour dire que ces questions de souveraineté, toutes les fois qu'on doit les évoquer, nous en tant qu'Africains, il est toujours important de regarder la part de devoir qu'elle comporte. C'est bien, nous avons nos territoires, nous pouvons décider de ce qu'il faut pour nous, mais il y a aussi une organisation sociale à mettre en place. Qu'est-ce que nous proposons comme projet d'avenir pour les nouvelles générations?
Est-ce qu'on continue à laisser les peuples abandonnés à eux-mêmes et à la merci des premiers charlatans qui viennent leur vendre un projet? Donc, les questions de terrorisme, donc on revient sur la question de la défense et la sécurisation de ces terroirs qui sont très importants et qui finalement font de ces pays des pays qui ne peuvent pas réellement être souverains dans la mesure où ils sont parfois obligés de faire appel à des partenariats internationaux pour densifier leur défense ou plutôt sécuriser les territoires. Donc je veux bien qu'on s'entende, c'est bien qu'on ait des entités politiques comme l'AES, nous sommes les premiers à appeler cela de tous nos voeux, mais ce que je souhaite aussi, c'est que les Africains ne s'endorment pas sur les émotions. Oui, bon voilà, on a déjà un groupe, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler, il faut battre un rappel de troupes. Moi, je ne vois pas de grande civilisation qui se soit construite sans une ressource humaine de qualité. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que le gros des talents africains sont éparpillés dans le monde. Ils font profiter de leur expertise à d'autres contrées, peut-être qu'ils n'en ont pas forcément besoin, puisque dans ces contrées, ils sont ce qu'on appellerait des variables d'ajustement. Et que l'Afrique même, qui est en demande de ces gens-là, aujourd'hui n'est pas en train de les utiliser. Comment on construit donc des modèles civilisationnels qui permettent d'évoquer des choses comme la souveraineté sans avoir cette ressource humaine de qualité? C'est des questions qui doivent être posées. Parce que quand je regarde l'AES, au même moment où je suis très enthousiaste, au même moment, il y a une pointe de pessimisme qui m'envahit. Je me dis, bon, est-ce qu'on est sur un modèle qui est viable? Parce que la demande sociale est là. Or, aujourd'hui, ces pays sont rythmés par quoi? Ils sont rythmés par la peur de la déstabilisation. Et là, on va évoquer tout à l'heure une autre approche de réflexion. Je sais que ça ne me rend pas très populaire de voir les choses comme ça, mais moi, je me réfère toujours à nos ancêtres africains, au modèle qu'ils ont développé dans leur temps pour contenir les conflits. Parce que vous savez, c'est quand les ressources se font rares qu'on se rappelle que le voisin vient d'ailleurs, qu'on commence à se poser des questions sur les voisins. Aujourd'hui, au cœur de toutes les conflictualités qu'on peut avoir dans le monde, vous trouverez toujours qu'il y a la question des ressources. Je dis souvent à un ami, et nous rigolons, que s'il y avait un concours pour avoir des matières premières, c'est pas sûr que l'Afrique serait arrivée en premier dans ce concours. Donc il y a une grande part de hasard de la nature qui a voulu que pas mal de richesses minières soient concentrées sur le sol africain. Alors, est-ce que pour éviter ces scénarios répétitifs, la récurrence des mêmes stratagèmes qui font de l'Afrique une terre où on a une paix adultérine, est-ce qu'il ne faut pas songer aujourd'hui à un autre type d'approche dans la gestion que nous avons de nos ressources? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit habité par l'idée du partage, simplement pour aligner les intérêts? Oui, aligner les intérêts, c'est très important. Vous imaginez que le Rwanda aujourd'hui, qui est montré du doigt comme étant le marionnettiste qui agite le M23, vous imaginez que si le voisin à côté s'était dit, bon, allez, on est assis sur ce gisement d'opportunités en termes de ressources minières qui est jusque époustouflant, à côté nous avons un voisin qui a aussi de la population qu'il doit nourrir, et si on mettait en place une plateforme intelligente pour faire peut-être de le Anvers africain, je pense qu'il y aura un truc qui est du type de l'alignement d'intérêts et qui ferait que en réalité, la première défense du territoire de la RDC pourrait peut-être être l'affaire du Rwanda, qui a aussi sa part d'intérêt dans cette affaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de changer d'approche, parce que je vois que l'histoire se répète inlassablement. Et ce que nous enseigne cette histoire, justement, c'est que si vous ne tirez pas assez des leçons des choses qui se passent, de l'expérience passée, il y a de fortes chances que les mêmes choses se reproduisent toujours. Alors est-ce que l'Afrique est condamnée à être l'endroit où on va avoir des conflits qui sont bien entendu manipulés par des gens qui ont besoin des ressources? Est-ce qu'il ne faille pas qu'on ait une autre approche
de dire, bon voilà, les Japonais, vous êtes les rois de l'automobile, vous avez de l'acier, il vous faut du fer, nous avons du fer à gogo. Bon, comment est-ce qu'on crée des plateformes intelligentes pour que vous en ayez un tout petit peu pour développer votre industrie automobile et puis que vous nous en fassiez profiter d'une autre manière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser de manière originale dans un contexte où les problèmes sont originaux. Sinon, nous allons vers quelque chose qui va se répéter inlassablement. Arrive la question du panafricanisme, qui interpelle, elle, celle des solidarités qu'il peut y avoir entre les peuples africains. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait raisonner autrement. L'humanité ne devrait pas se voir en termes de blocs. Je l'ai vu quand il y a eu le début de la guerre ici, l'opération militaire russe en Ukraine. Du jour au lendemain, plusieurs comptes, plusieurs avoirs, plusieurs patrimoines de personnel russe ont été saisis en France. Et donc, qu'est-ce que ça nous a donné comme leçon? Ça nous a appris que, finalement, pour les Africains, comme pour la France, en réalité, nous avons un double legs à faire aux générations d'après. Parce que nous vivons là, et c'est parce que nous vivons là que nous avons une activité qui nous donne des revenus, et c'est avec ces revenus que nous finançons la sécurité sociale en Afrique. Alors, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des Africains qu'on ait, par exemple, un partenaire comme la France qui s'affaiblisse? Si ce partenaire s'affaiblit, ça veut dire qu'il y a un coût qui est porté au niveau de la sécurité sociale. Il y a une interdépendance aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment bien explorée, mais que je pense qu'il faut qu'on soit capable de poser sur la table avec des acteurs nouveaux. Parce que le problème aussi que nous avons, c'est d'avoir pendant des années une élite, notamment occidentale, qui ne s'est pas beaucoup renouvelée. Donc c'est Bourdieu qui parlait de la reproduction sociale, papa a été, le fils est, et donc on a une pensée qui ne se renouvelle pas. Et résultat, ça nous produit un peu les mêmes choses. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, il y a matière à faire émerger une pensée nouvelle qui pense, par exemple, qu'il y a un pont de liane à jeter entre les deux rives de la Méditerranée. De l'autre côté, des ressources naturelles, ici un savoir-faire technologique qui peut être utile là-bas, créer des marchés, et puis voilà, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Et donc, on n'a pas des pays qui, justement, au nom de leur souveraineté, vont se retrouver à avoir une vie rythmée essentiellement par le « on va me déstabiliser ». Si on a fait les choses de cette manière, il n'y a plus de crainte, puisque tout le monde a intérêt, finalement, que ça marche partout ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait cette approche. Maintenant, sur la question du panafricanisme, moi, je salue beaucoup cette leçon que sont en train de nous donner des jeunes gens qui sont les dirigeants de ces ensembles sous-régionaux. Et je pense que ce n'est pas à l'Afrique qu'il faut faire le procès de vouloir se regrouper. J'observe que les grandes puissances aujourd'hui qui dictent la marche du monde sont des ensembles. Les États-Unis, c'est une fédération, la Russie, l'Europe, elle s'est bien construite autour des peuples. La preuve, vous avez des pays où on a dit non à l'Europe, mais qui ont trouvé quand même les moyens de faire des traités simplifiés pour que cette réalité européenne soit. Ça veut dire qu'on ne peut pas reprocher aux Africains aujourd'hui de penser en termes de création de structures, d'institutions, où tous leurs intérêts sont débattus et où on peut peut-être parler d'une seule voix. Mais personnellement, je ne pense pas que ces institutions sont l'Union africaine, parce qu'on ne peut pas avoir, pour représenter l'Afrique, une institution qui est financée à 60% par l'Union européenne. Il y a un problème quelque part. Ces institutions ne peuvent pas être la CEDEAO. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des institutions qui défendent l'intérêt des peuples africains. Donc il faut penser autre chose avec de nouveaux acteurs, mais pas dans un esprit belliqueux. Pas dans un esprit belliqueux, dans un esprit d'amour, dans un esprit complémentaire. Je sais que quand je sors ça, il y a des gens qui sursautent, parce que c'est un mot qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Mais oui, il y a matière à construire une nouvelle diagonale qui soit portée par ces valeurs
d'altruisme, de regarder ce qui est bien pour les autres, les difficultés que les autres ont, et de voir ce qu'on peut apporter. Si on a cette approche, eh bien, il n'y a pas de raison que... On va réduire pour beaucoup le taux de conflictualité que nous avons dans le monde, et donc des pays comme ceux de l'AES aujourd'hui, qui sont en train de construire leur souveraineté avec de vrais défis économiques, politiques, de défense, culturels, oui, parce que la culture, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un levier autour duquel on peut construire justement beaucoup plus rapidement la souveraineté de ces pays. Imaginez un seul instant que dans l'espace AES, qu'on décide que l'uniforme que portent les enfants, c'est plutôt un uniforme qui est issu du coton local ou, je ne sais pas moi, des couturiers, des tailleurs locaux. C'est un gros marché que cela représente. Donc ça peut dynamiser, et tout ça doit être sublimé par quoi? Par la culture, par le cinéma, par la musique, les clips qu'on montre à la télévision. Donc il y a aussi le fait culturel qu'il ne faut pas sous-estimer. Je vais m'arrêter en disant quelque chose qui me tient fortement à cœur. Cette chose, c'est que ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous divise. Et tous ensemble, autant que nous sommes dans cette salle, nous devons œuvrer pour qu'on aille beaucoup plus vers des rassemblements. Vous savez, on est là, c'est multiculturel, on a des gens de toutes les confessions, des gens de toutes les couleurs et tout, mais il y a un message d'espoir à passer. Vous voyez, c'est Institut Africa qui nous réunit tous là. Je ne crois pas à l'essentialisme racial. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut construire qui soit supérieur et qui englobe l'intérêt général de l'humanité. Et ce qui se passe au niveau de l'AES est intéressant et peut faire des petits, parce qu'on n'est pas loin aujourd'hui de voir émerger d'autres expériences. Vous savez, on pense toujours que c'est le Sahel, c'est loin, mais le Sahel, c'est pas loin. Entre un pays comme le Cameroun et la première frontière des États du Sahel, vous avez qu'un fleuve, c'est le lac Tchad, un lac plutôt, le lac Tchad. Donc de là à ce qu'on généralise, parce qu'il y a du mal-être, parce que les richesses sont mal partagées, il n'y a qu'un pas qui peut être franchi allègrement. Mais je pense qu'il faut de la pensée originale face à la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Merci à tous.